de la campagne législative. Aujourd'hui, Jordan Bardella s'est rendu au Salon mondial de l'armement et de la défense, Eurosatory, qui se tient à Villepinte, à côté de Paris. Il a expliqué notamment sa vision concernant l'aide que la France peut apporter à l'Ukraine. Écoutez-le. L'économie de guerre qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron est bien légère depuis maintenant 2 ans. Moi, j'ai une ligne rouge. Je n'entends pas remettre en cause les engagements pris par la France sur la scène internationale, parce qu'il y a là un enjeu de crédibilité à l'égard de nos partenaires européens, mais aussi de nos alliés de l'OTAN. Et donc, j'entends évidemment poursuivre cet effort de réarmement du pays, à la fois dans nos capacités de défense, dans l'augmentation du budget des armées, dans les efforts budgétaires qui ont été déployés ces dernières années que nous avons soutenus. Je souhaite que l'Ukraine puisse disposer à la fois en munitions et en matériel de tout ce dont l'Ukraine a besoin pour tenir le front. Mais ma ligne rouge ne variera pas, c'est l'envoi de matériel qui pourrait avoir des conséquences d'escalade à l'est de l'Europe. Et donc je n'entends pas livrer notamment des missiles longue portée ou des armes qui pourraient permettre à l'Ukraine de frapper le territoire russe. Ma position n'a pas varié et elle ne variera pas. C'est le soutien à l'Ukraine et éviter tout risque d'escalade dans la région. Voilà pour Jordan Bardella. Éric Revel, il continue son opération de crédibilisation. Enfin, voilà. Oui, il tient. Alors là, pour le coup, le RN continue de tenir ses positions sur la question de l'Ukraine, même si on peut remarquer que sur d'autres sujets, le RN est plutôt en retrait, notamment sur une partie de son programme économique. Mais là où je pense que Bardella a raison, c'est que dans l'environnement géopolitique compliqué, instable qui est le nôtre, avoir une capacité souveraine de défendre son territoire au moment où on ne sait pas trop ce que l'OTAN va devenir. Vous avez vu les déclarations de Trump, c'est un vrai sujet quand même. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on aurait des difficultés à le faire et à l'avouer, alors que, par exemple, l'Allemagne a mis 100 milliards d'euros sur la table pour se réarmer. Ça veut dire que l'Allemagne ne croit peut-être plus que le parapluie otanien qui a été tellement exceptionnel le fasse. Et puis, il y a un aspect business, je le souligne, puisqu'il est à Satori, c'est qu'en réalité, quand vous êtes membre de l'OTAN, vous êtes pratiquement dans l'obligation d'acheter du matériel américain. Parce que c'est la façon aussi dont les États-Unis récupèrent leur investissement sur le terrain en envoyant des troupes et vous vendent du matériel américain. Donc avoir ce salon, c'est très important. Et puisqu'on parlait d'Israël, je rappelle aussi que... les entreprises israéliennes étaient boycottées. Exactement, il faut quand même le souligner, parce qu'on parlait de la justice a annulé. Voilà. Mais on parlait tout à l'heure de l'équipe de foot en disant, mais enfin les Belges sont plus capables de maintenir une sécurité sur leur territoire. Parce qu'ils ont refusé d'accueillir l'équipe d'Israël en septembre prochain. Catherine Ney, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette déclaration ? Bien que, surtout, il faut voir ce que la France, qui, avec Emmanuel Macron, a sûrement secoué les Européens en leur montrant qu'avec la prochaine élection américaine, il fallait compter sur eux, sur nous-mêmes, c'est les Européens. Mais la France, qui donne des leçons, et quand même n'est pas le premier contributeur, et de loin, à la guerre en Ukraine. Parce qu'elle n'en a pas les moyens et elle commence juste à réouvrir des usines dans le sud-ouest pour faire des obus dont elle est obligée d'aller acheter la poudre en Australie, vous voyez. Donc, et quand l'Allemagne en produit 3000 par jour, la France, c'est moins de 500. Donc, pour l'instant, je vais dire, il y a ça aussi, je veux dire. Mais, indépendamment du fond, je crois que ça montre ce que serait ou ce que sera une éventuelle cohabitation entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national. C'est-à-dire que les cohabitations précédentes, il y avait une forme d'alignement et chacun avait joué la règle du jeu des présidents de la République de l'époque, soit François Mitterrand, soit Jacques Chirac, et de leur Premier ministre, qui se mettaient d'accord sur des profils pour le ministère de la Défense, ministère des Affaires européennes et ministère des Affaires étrangères, parce qu'ils avaient globalement la même vision de l'OTAN, globalement la même vision de la politique étrangère de la France, et qu'ils s'accordaient sur une vision européenne. Là, on voit bien qu'il n'y a absolument pas d'accord. Donc ça serait une cohabitation infiniment plus dure que ce que nous avons connu, et la guerre en Ukraine est au cœur du sujet. Est-ce que vous imaginez un président de la République qui dit « j'envoie des troupes au sol » et un Premier ministre qui dit « je ne les envoie pas ». Je pense qu'on sous-estime, et qu'Emmanuel Macron d'ailleurs sous-estime, en jouant le coup de cette cohabitation potentielle, la crise de régime qui nous pend au nez. Je ne sais pas si Emmanuel Macron sera toujours président jusqu'en 2027. Que se passe-t-il à gauche, Éric Revel ? Vous avez été choqué par la décision de la CGT de prendre parti dans ces élections législatives. Si vous voulez, qu'est-ce qu'elle dit exactement, la CGT ? La CGT, elle dit que... Madame Binet, en tout cas, parce que j'ai vu que a priori, c'est la CGT. Selon les fédérations, c'est pas tout à fait la même chose, notamment celle des transports. Madame Binet dit, nous, on soutient le nouveau Front populaire.
Bon, d'abord, elle le sait sans doute, mais dans les syndicats, que ce soit Force ouvrière ou que ce soit la CGT, c'est entre 20, 25, 30% de leurs adhérents qui votent Rassemblement National. Donc c'est historique parce que la CGT prend position, non pas pour un candidat comme elle le fait régulièrement, c'est différent, mais pour un parti politique. Or, je regardais dans le détail, l'un des textes fondateurs de la CGT, 1906, le 9e congrès de la CGT, à l'époque, il s'appelle la Charte d'Amiens, il est écrit noir sur blanc que l'indépendance de la CGT, c'est précisément et notamment de ne pas appeler à voter pour un parti politique. Ouais. Or, pardonnez-moi, mais Madame Binet, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de s'asseoir sur l'histoire de son propre syndicat en faisant, à mon avis, une erreur politique pour un syndicat qui est quasiment ultra minoritaire dans le secteur privé et qui n'est plus même majoritaire puisque c'est la CFDT. Alors là aussi, on disait que le président de la République perdait ses nerfs, mais je pense que la leader de la CGT a perdu les siens aussi. Alors, elle s'assoit aussi sur autre chose, parce que moi je me souviens d'un des responsables départementaux de la CGT croisant Éric Zemmour dans un train et lui disant « Avez-vous votre aller simple pour la Pologne ?» Je me souviens aussi qu'il y a un mois maintenant, le secrétaire départemental de la CGT du Nord a été condamné pour apologie du terrorisme après le 7 octobre et que la réaction de la CGT a été de dire que les poursuites pour apologie du terrorisme relevaient d'une tentative d'étouffer le mouvement social. Parce que c'est ça aussi la CGT. Donc je veux bien que la CGT lutte contre les extrêmes, ça fait partie de la liberté d'expression. Moi, ça ne me dérange pas, elle a bien le droit de soutenir qui elle veut. En revanche, qu'elle commence par faire le ménage dans ses rangs si elle nous parle d'extrême. Alors, on va écouter Manon Aubry maintenant, qui est la eurodéputée de la France Insoumise. Elle a été notre invitée ce matin sur CNews et sur Europe 1. Elle a parlé du programme économique du nouveau Front populaire qui est vilipendé par le gouvernement. Ils disent tous que ce serait une ruine, une folie démentielle, complètement dingue, dit d'ailleurs Bruno Le Maire. Elle évoque un débat avec Bruno Le Maire. Écoutez-la. Bruno Le Maire, puisqu'il fait quelques estimations farfelues, je lui propose un débat. Pourquoi Bruno Le Maire ne veut-il pas débattre ? Avec vous ? Oui. Vous savez, Bruno Le Maire. Vous savez, j'ai participé au chiffrage du programme de la France Insoumise il y a 2 ans pour la campagne des élections présidentielles. Et puis, j'ai une formation en économie, donc je propose à Bruno Le Maire d'en débattre. Manifestement, il ne veut débattre avec personne parce qu'il est très mal à l'aise et que ses estimations du gouvernement sont complètement farfelues. C'était les mêmes qui nous avaient dit qu'on récupérerait 12 milliards d'euros sur la taxation des superprofits des énergéticiens. On en a récupéré 300 millions. Donc, pardon, mais ce sont un peu des tocards de l'économie. Des tocards de l'économie. André Vallini, je vous ai vu vous prendre la tête dans les mains. Non, je pense que le maire devrait accepter. Ce serait un débat intéressant. Il est mon invité demain matin sur CNews Europe 1. Il faut d'affronter Manon Aubry, ce sera intéressant. Sur la dette, parce que c'est vrai que là, Manon Aubry a quand même raison de dire que sur la dette et les déficits, le gouvernement n'a pas trop de leçons à donner. Mais sur la crédibilité du programme du Front populaire, là... 300 milliards d'euros, chiffrage du gouvernement, Catherine. Non, mais c'est vrai que la France ne porte pas bien et est très endettée. Mais ça va mal, mais il faut savoir que ça pourrait aller encore plus mal. C'est-à-dire que là, mais on ne sait pas où on va non plus. Mais là, les dépenses qui sont... Alors, déjà, le SMIC à 1600 net, le retour à la retraite à 60 ans... je veux dire, tous les... C'est... Les blocages des prix aussi. Les blocages des prix n'ont jamais marché. On l'a TVA, on l'a fait sur les médicaments, ça a généré des pénuries de médicaments, ça se retournerait contre les plus défavorisés. Bruno Le Maire, qui vous le dira, il a chiffré le programme à 263 milliards. Exactement. Alors, Éric, vous bondissez sur votre chaise depuis tout à l'heure. Vas-y, je le dis à nos auditeurs. J'aime bien. Au moins, il y a une chose qui est claire grâce à votre interview, Laurence, de ce matin, c'est qu'on sait que Manon Aubry sera ministre des Finances si le nouveau Front populaire l'emporte. Bon, voilà, je ne sais pas si ça va rassurer tout le monde, mais en fait, c'est clair. Elle s'intéresse à la matière puisqu'il y avait un débat avec l'actuel ministre des Finances. Non, mais il y a 2 choses terrifiantes. Évidemment que la France est dans une situation périlleuse. 3100 milliards, 170 milliards de déficit budgétaire, 100 milliards de déficit commercial. Enfin, rien ne va. Avec, ça y est, on en parlait hier, la Commission de Bruxelles qui a donc décidé de poursuivre la France avec d'autres pays pour déficit excessif. Oui, bien sûr. Nous poursuivre comment ? Avec un balai ? On risque une amende de 2,5 milliards. On risque une amende de 2,5 milliards. On est à 3 000 milliards de dettes. Pardonnez-moi, pour qu'on se rende bien compte de ce que représente, allez, que ce soit 250 ou 300 milliards le programme du nouveau Front populaire, c'est le PIB annuel du Portugal. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre l'argent du PIB annuel d'un pays membre de l'Union européenne pour pouvoir financer le nouveau programme du nouveau Front populaire. Bon.
Espérons que Bruno Le Maire acceptera ce débat. face à face. Manon Aubry sera peut-être un jour. On lui pose Non, mais c'est quand même le résumé, c'est travailler moins pour gagner plus. Et la France, c'est un paradis social. Et encore, ils n'ont pas proposé la semaine de 4 jours. Hein. C'est ça. Parce que le Front Populaire a chiffré son programme autour de 100 milliards. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très mécontents en interne parce que c'est pas suffisant. Et qu'ils auraient rêvé de beaucoup plus. Moi, c'est juste d'une chose, elle touche quand même du doigt quelque chose d'assez intéressant, Manon Aubry, même si j'ai pas confiance en elle sur le plan économique. C'est cet argument, vous savez, du cercle de la raison qui consistait à dire que Emmanuel Macron a plein de défauts, mais en économie, ça gère. C'est le Mozart de la finance. Au moins, les choses sont tenues. Ça a été utilisé contre Marine Le Pen dans les entre deux tours des 2 élections présidentielles qu'il a gagnées. Là où elle touche du doigt quelque chose d'assez juste, c'est que aujourd'hui, la situation du pays, même si Catherine a raison, il y a des choses qui vont bien aussi, mais la situation du pays, la souffrance des Français fait que cet argument est en train de voler en éclats. Oui, non, parce que juste une chose. Éric Revel sort de sa boîte. Des décennies gauche républicaine ou droite républicaine qu'on nous explique qu'il n'y a que des gens compétents, des gens intelligents, des experts qui dirigent les finances publiques de la France. Bon, bah, si c'est ça, les gens intelligents, vu le mur qu'on se prend dans la figure, il vaut peut-être mieux faire appel à d'autres. Oui. Mais surtout que quand on regarde le programme, parce qu'il existe, le programme Gabriel Attal l'a présenté, il n'est absolument pas crédible non plus. Alors, dans des proportions qui sont beaucoup moins dantesques que celles de la France, enfin, de l'Union populaire, mais qui, de toute façon, ne seraient pas applicables. Ça ferait longtemps, il serait balayé par les marchés, ou alors la dette française aurait explosé et donc tout serait en train de s'effondrer. Donc, c'est quasiment virtuel, en fait, cette conversation. Mais le programme du gouvernement, c'est un peu un programme de clientélisme. C'est juste donner du pouvoir d'achat au cœur d'électorats qui sont les retraités. Et il n'y a rien. Toute l'ambition initiale d'Emmanuel Macron, qui était de créer de la richesse en disant il n'y a que en créant de la richesse qu'on permet aux moins favorisés de s'en sortir, tout ça, ça a été balayé. Il n'y a plus rien dedans. 18h32, lors du rappel des titres de l'actualité.